Est-ce que le 4 cylindres en ligne nous fait son grand retour? C'est la question du jour et on va tenter d'y répondre en plusieurs étapes. Déjà le contexte qui explique pourquoi on s'est posé la question quand même. Après, on va balayer toutes les qualités et faiblesses de ce moteur. Déjà en tant que 4 cylindres, ensuite en tant que moteur en ligne et enfin quand on combine ces deux caractéristiques. Pour finir, on essaiera de faire un bilan qui explique la situation actuelle du 4 en ligne. Parce que ce moteur, il est peut-être à 4 pattes, mais il n'est pas encore à genoux. Si on parle de grand retour, c'est déjà qu'on parle d'un grand moteur. Et ça, personne ne peut le contredire. Le 4 en ligne a été le big boss des moteurs de moto pendant très longtemps. Il y a très longtemps, justement, on le trouvait plutôt en position longitudinale, dans la longueur de la moto. Mais bon, ça prenait quand même beaucoup de place entre les deux roues. Alors pour remédier au problème, c'est Gilera qui a décidé pour la première fois de placer le 4 en ligne face à la route, en position transversale. C'était en 1935 avec la Rondine, une moto de course incroyable au passage, avec un double arbre à cam en tête, un compresseur, un carénage intégral et un record de vitesse à la clé en 1937 à 274 km/h. Et cette nouvelle architecture va devenir la norme, déjà en Grand Prix, avec les 4 en ligne Gilera et MV Agusta, qui vont se partager les titres de champion du monde Grand Prix 500 entre 1952 et 1965. Et ensuite sur la route, le 4 en ligne transversal étant popularisé par Honda et sa très célèbre CB750 en 1969. Une moto qui change vraiment la donne puisque tout le monde lui emboîte le pas. Et depuis, on voit des 4 en ligne partout, sur tous les types de motos. Des plus basiques comme les bandites et diversions, aux plus sportives avec les lignées GSXR, CBR, R1, ZX10R, en passant par les purs GT comme les BM 4S100 GT, Kawasaki GTR 1000 et 1400 et Yamaha FJR 1300. Et sans oublier les monstres des autoroutes comme les Suzuki Hayabusa, les Honda Blackbird, les Kawasaki ZZR. Et on le trouve même sur certains customs comme les Kawasaki Eliminator ou Yamaha FZX 750. Mais aujourd'hui, le 4 en ligne a clairement cédé son trône à un autre type de moteur, le bicylindre en ligne. Il y a plein de bonnes raisons à ça, et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Pourtant, s'il est détrôné, le 4 en ligne n'est pas décapité pour autant. Parmi 6 des principaux constructeurs de motos, on trouve encore 15 moteurs 4 en ligne différents. Et je parle de blocs moteurs de base, qui vont servir à beaucoup plus de modèles, donc c'est loin d'être négligeable. Plus surprenant encore, récemment, on a vu plusieurs constructeurs chinois sortir des nouveautés avec des tout nouveaux moteurs 4 en ligne. Donc on le voit, ce 4 en ligne, il résiste plutôt bien. Et vous allez voir, ça s'explique. Soit en ligne ou en V, la grande force d'un moteur à 4 cylindres, c'est sa puissance. Ça semble évident tant on y est habitué, mais autant rappeler pourquoi. Pour ça, il suffit de comparer deux motos de cylindrée identiques. 649 cm3 pour le bicylindre de la Kawasaki Z650 et 649 cm3 pour le 4 en ligne de la Honda CB650R. Les deux motos produisent un couple identique d'environ 6,5 m/kg. Mais quand la Kawa sort 68 chevaux à 8000 tours minute, la Honda en sort 95 à 12 000 tours minute. Vous avez pigé? Le secret pour sortir beaucoup de puissance d'une cylindrée donnée, c'est de tourner vite. C'est même écrit dans une formule toute simple. Puissance égale couple fois régime. Or la façon la plus simple pour prendre du régime, c'est de fractionner la cylindrée totale en petites cylindrées unitaires. En faisant ça, on peut déjà réduire la course du moteur, c'est-à-dire la distance que doivent parcourir les pistons. Parce que plus cette distance est faible, plus la vitesse moyenne du piston sera faible pour un régime donné. On réduit donc les contraintes mécaniques et on se donne de la marge pour tourner plus vite. Ensuite, en fractionnant la cylindrée, on peut aussi réduire l'alésage des cylindres. C'est-à-dire qu'on va utiliser des pistons plus petits et des soupapes plus petites. Et là encore, ça veut dire moins de contraintes mécaniques liées à l'inertie des pièces en mouvement. On se donne encore de la marge pour tourner plus vite. Et puis au-delà des contraintes mécaniques, les gros pistons peuvent aussi être limités en régime par une contrainte thermodynamique. C'est tout simple. Dans un cylindre, la combustion n'est pas instantanée au moment où la bougie génère son étincelle. Elle a besoin de temps pour que le front de flamme se propage du centre jusqu'aux parois du cylindre. Plus le cylindre est large, plus la combustion aura besoin de temps. Sauf que plus le régime augmente, et moins il y a de temps. Utiliser des pistons plus petits, c'est repousser cette limite. Bref, pour produire facilement plus de puissance, le 4 en ligne est souvent plébiscité. La preuve, c'est que parmi toutes les motos qui sortent 200 chevaux ou plus aujourd'hui ou dans le passé, on ne trouve que des 4 cylindres. On va passer maintenant au point fort concernant tous les moteurs en ligne et en position transversale, a fortiori notre 4 en ligne. Il y en a 3 de points forts, alors on attaque avec le premier. Puisque le moteur est face à la route, chaque cylindre est exposé à l'air de la même façon. Et ça rend possible le refroidissement par air dans de nombreux cas, même sur des moteurs assez gros et performants. A l'inverse, sur un moteur en V transversal, le refroidissement
du ou des cylindres arrière est moins évident. Et le recours au refroidissement liquide ne résout pas tous les problèmes. Le dégagement de chaleur des moteurs en V les plus performants peut vite devenir insupportable pour les pilotes, notamment à cause de l'échappement des cylindres arrière, placés juste sous les fesses. Sur un 4 en ligne, à l'inverse, les parties les plus chaudes du moteur sont situées à l'avant, au plus loin du pilote. On l'a vu, avec un unique banc de cylindres face à la route, on dégage l'espace libre derrière le bloc moteur. On peut donc y loger l'admission avec la boîte à air. Et par-dessus toute cette couche mécanique, on a toute la place qu'on veut pour poser une bonne selle bien épaisse et un gros réservoir. Ça, c'est pour les motos classiques ou très routières. Mais sur les motos plus modernes et sportives, on peut aussi jouer différemment. En inclinant le banc de cylindre vers l'avant, on déplace la boîte à air vers le haut. Elle peut donc désormais être gavée en air frais par des prises d'air dynamiques placées tout à l'avant de la moto. Et maintenant, derrière le bloc et la boîte à air, on a de l'espace pour faire descendre le réservoir et donc le centre de gravité. Dans tous les cas, on a toujours la possibilité de greffer juste derrière le vilebrequin l'embrayage avec les deux arbres de boîte superposés, ce qui donne au final un moteur plus court et compact qu'un moteur en V. Ça profite au centrage des masses et ça permet aussi de conserver un empattement assez court tout en utilisant un long bras oscillant qui favorise la motricité. Un moteur en ligne, c'est un seul bloc cylindre, une seule culasse et un seul système de distribution. Sur un moteur en V ou à plat, il faut doubler toutes ces pièces et ça se traduit naturellement par un coût supérieur, à l'achat comme en entretien. Et c'est d'autant plus vrai sur des moteurs qui utilisent des technologies sophistiquées, comme une distribution variable par exemple. Allez, c'est le moment de s'attaquer au cas particulier du 4 cylindres en ligne. Et pour ça, on va enfin rentrer à l'intérieur du bloc. Parce que toutes les qualités et défauts de ce moteur sont liés à son vilebrequin. À l'exception du moteur Crossplane de Yamaha, tous les autres 4 en ligne sont construits de la même façon, avec une double symétrie au niveau du vilebrequin. La première symétrie, c'est en coupant le vilebrequin dans la largeur. Le côté gauche est symétrique du côté droit. La seconde symétrie, c'est en coupant l'un des deux côtés dans la longueur. Quand un maneton est tout en bas, l'autre est tout en haut, à l'exact opposé. Et voilà, cette seule configuration fournit 3 qualités très remarquables chez le 4 en ligne. Au niveau des forces primaires, en gros les forces associées à l'inertie des pistons, le 4 en ligne est un moteur parfaitement équilibré. Or c'est rarement le cas chez les moteurs de moto. Si on prend l'exemple du bicylindre en ligne calé à 180 degrés, comme celui de la Z650, c'est en réalité un demi 4 cylindres en ligne, mais il n'est pas équilibré pour autant. Regardez, quand un piston génère une force vers le haut, elle est bien compensée par le second piston qui génère une force vers le bas. Le problème, c'est que ces deux forces sont décalées. Et donc, elles produisent ce qu'on appelle un couple de galop qui fait basculer le moteur à droite, puis à gauche, et qui fait vibrer le moteur dans le sens de la largeur. Le seul moyen de se débarrasser de ça, c'est d'ajouter un arbre d'équilibrage. C'est coûteux, ça alourdit, ça demande de la place, et ça ajoute quelques pertes par frottement. Pareil pour un 3 cylindres en ligne. Et c'est même le cas pour un bicylindre à plat. Parce qu'encore une fois, on retrouve un décalage entre les pistons. Plus petit peut-être, mais ça engendre quand même un couple de galop qui fait cette fois vibrer le moteur autour d'un axe vertical. Sur le 4 en ligne maintenant, on retrouve le couple de galop des deux pistons de gauche, comme sur le bicylindre. Mais il est en permanence compensé par un couple de galop opposé au niveau des pistons de droite. Et ça, c'est grâce à notre symétrie qui tranche le bloc en deux. Le 4 en ligne est donc équilibré au niveau primaire. Et c'est capital pour le confort, mais aussi pour la fiabilité mécanique quand on cherche à prendre du régime. Et tout ça sans arbre d'équilibrage. C'est un énorme point fort du 4 en ligne. Peu importe son architecture, dans un moteur 4 temps, chaque cycle de chaque cylindre réclame 2 tours de vilebrequin, soit 720 degrés, et répartis en 4 phases de 180 degrés chacune. La combustion et sa détente, bien sûr, c'est ça qu'on recherche au final. On l'appelle le temps moteur et ça correspond en gros à la descente du piston qui pousse sur le vilebrequin. On a ensuite l'échappement, l'admission et la compression avant de repartir sur un nouveau cycle. Et maintenant regardez, si on joue au bon taux avec les 2 dernières images et qu'on ajoute un vilebrequin de 4 en ligne en dessous, et ben ça y est, on l'a notre moteur. Dans le 4 en ligne, chaque cylindre est dans une phase différente du cycle 4 temps. Autrement dit, quand un temps moteur se termine dans un cylindre, un autre temps moteur débute systématiquement dans un autre cylindre. On peut comparer avec le cas extrême du monocylindre, où on a un temps moteur de 180 degrés suivi d'un temps mort d'1 tour et demi. C'est quand même pas terrible au niveau de la régularité. Sur un bicylindre à plat, c'est nettement mieux puisque les combustions sont régulières. On en a une à chaque tour. Mais après chaque temps moteur de 180 degrés, on a aussi un temps mort de 180 degrés. Sur un 3 cylindres en ligne maintenant, c'est encore mieux avec des temps moteurs réguliers tous les 240 degrés. Mais ça laisse encore 60 degrés de temps mort après chaque temps moteur. Avec le 4 en ligne, les temps moteurs s'enchaînent de façon régulière tous les 180 degrés et sans aucun temps mort. Cette parfaite régularité cyclique, c'est ce qui apporte beaucoup de souplesse et d'agrément à bas régime. Même les V4 ne peuvent pas lutter à ce niveau puisque par nature,
leurs combustions sont espacées de façon irrégulière. Seuls les 4 cylindres à plat font aussi bien. Et pour trouver mieux, il faut passer aux 6 cylindres en ligne, avec des temps moteurs réguliers qui, en plus, se chevauchent. Mais le 4 en ligne réussit à battre le 6 en ligne dans un autre domaine, le son. Alors on se calme tout de suite, on n'est pas là pour lancer une polémique sur le plus beau son de moteur. Là, on est entre passionnés et j'imagine que chacun a son avis là-dessus. Mais en dehors des passionnés justement, pour le grand public, la moto, ça correspond surtout à un son, celui d'un 4 cylindres en ligne. Faites écouter ça à n'importe qui, même à un enfant de 3 ans, il vous répondra tout de suite « moto ». Si vous n'êtes pas convaincu, pensez à tous ces films avec des scènes de moto mal doublées. Extrait. There, that's Lyle. It's my computer. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu par-dessus les V-twin et les flat-twin? Eh ouais, moto égale 4 en ligne. Ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas. Imaginez un néophyte qui veut s'acheter une moto. Il voudra retrouver tous les symboles du moto qu'il connaît. En gros, un look agressif qui fasse moto et un son qui fasse moto. Et c'est exactement ce que leur offrent les nouvelles sportives chinoises 4 en ligne, à défaut d'avoir une véritable image de marque. Est-ce que le 4 en ligne a des défauts? Bien sûr que oui. Et le plus évident, c'est quand on le compare à un bicylindre en ligne de même cylindrée, comme tout à l'heure. Le 4 en ligne a 2 fois plus de pièces et donc il est plus lourd, plus encombrant, il coûte plus cher et il consomme plus, à cause d'une surface de frottement globale plus importante. Dans le contexte actuel, tout ça pèse beaucoup dans la balance et c'est ce qui explique en grande partie que le 4 en ligne ait cédé son trône au twin parallèle. Mais il n'y a pas que ça. On a vu que le 4 en ligne était parfait en termes d'équilibrage des forces primaires, mais c'est à l'inverse l'un des pires spécimens en termes d'équilibrage des forces secondaires. Pour ceux que ça intéresse, on a déjà expliqué ça en détail dans la même vidéo. Mais ce qu'on peut retenir maintenant, c'est que ces forces secondaires ne sont pas de très grande amplitude. Elles posent donc pas de problème de fiabilité quand le moteur tourne à haut régime. Mais elles sont à l'origine des fourmillements qu'on peut ressentir au guidon. Et si on ne filtre pas ces petites vibrations avec des cylindres blocs, elles peuvent vite devenir gênantes. Face à un V4 maintenant, le 4 en ligne a forcément d'autres défauts, sinon personne ne ferait de V4. Et c'est le cas, mais uniquement quand on pousse le curseur de la performance au maximum. Par exemple, le V4 utilise un vilebrequin plus court, et donc moins sujet à la flexion. On peut donc en théorie extraire plus de puissance de façon fiable d'un V4 que d'un 4 cylindres en ligne. Toujours avec son vilebrequin plus court, le V4 génère aussi moins d'inertie polaire, ce qui favorise la vivacité dans les changements d'angle. Mais à l'inverse, on pourrait argumenter que le 4 en ligne offre plus de stabilité sur l'angle. Et c'est un vrai sujet en MotoGP par exemple, avec certains pilotes dont le style correspond mieux au 4 en ligne ou au V4. Enfin, il y a la question de la motricité. On l'a vu, les V4 offrent naturellement des intervalles irréguliers entre les combustions. Si c'est pas l'idéal en termes de souplesse et de régularité cyclique, ça se transforme en avantage pour maximiser la motricité du pneu arrière. Les temps morts permettraient en effet de donner du temps au pneu pour récupérer. Et il faut croire que c'est très important puisqu'en MotoGP, on ne trouve que des V4 et le fameux 4 en ligne Crossplane de Yamaha. Un moteur avec un vilebrequin en croix qui offre précisément un calage irrégulier comme sur les V4. Mais les 4 en ligne classiques résistent à ce sujet. Les systèmes leur permettent en effet de fonctionner uniquement sur 2 cylindres par moment, en sortie d'épingle par exemple. Et c'est précisément pour retrouver cette motricité propre au calage irrégulier. Honda a adopté cette technologie cette année sur sa CBR 1000RR en vente libre. Mais on sait que ça se pratique depuis plus longtemps en compétition, ce qui peut expliquer en partie le succès des 4 en ligne classiques en superbike, malgré la concurrence des V4 et des 4 en ligne Crossplane. Le 4 en ligne a longtemps dominé et on pouvait presque le trouver banal, au point de s'en lasser. Mais maintenant qu'on voit des bicylindres en ligne partout, le 4 en ligne en devient presque exotique. Et un moteur exotique avec autant de qualité et si peu de défauts, c'est difficile à sortir d'une gamme. En comparaison, la mode du V4 est vraiment passée et on n'en trouve plus qu'une paire sur des motos très exclusives. Et il y a un dernier point qu'on peut évoquer à MJ. À force d'essayer autant de nouveautés tout au long de l'année, c'est le caractère. Au fil des ans, on a l'impression que les bicylindres souffrent plus que les autres des normes anti-pollution qui se durcissent. Ils grossissent toujours plus en cylindrée pour conserver ou même augmenter leur niveau de puissance, mais ils deviennent aussi toujours un peu plus lisses. Ils perdent donc un peu de leur caractère propre, alors qu'un 4 en ligne un peu lisse, on a toujours trouvé ça normal. Le truc, c'est que même avec les normes, les 4 en ligne ne perdent pas leur vivacité naturelle à monter toujours plus haut vers la zone rouge, avec toute l'émotion que ça peut apporter. Eux, ils conservent leur caractère propre. En conclusion, on ne peut pas vraiment parler de grand retour du 4 en ligne. Le twin parallèle est en place pour un bon moment, ne serait-ce que par une logique industrielle. Par contre, on peut être quasiment certain d'une chose. Tant qu'il y aura des motos thermiques, on en trouvera toujours avec un 4 en ligne.